Décopreneurs, le podcast pour les architectes et les décorateurs d'intérieur où on parle de notre business. Sur le podcast aujourd'hui, j'ai Pascal Géry de Pascal Géry Intérieur et Design de Fontainebleau qui a un parcours bien atypique puisque Pascal, elle est diplômée en droit avec un DEA en marketing de luxe. Donc il y a un côté créatif, mais il y a clairement un côté... j'ai envie de dire très très droit. Elle a partagé plein d'astuces avec moi. On a parlé de son business plan, on a parlé de ses débuts, on a parlé de qu'est-ce qu'on met oui ou non dans une devis. On a abordé vraiment plein de sujets très intéressants. Et puis, elle a aussi une petite pépite à partager avec ceux qui sont en micro-entreprise et comment on peut faire pour mieux protéger notre patrimoine. Je te laisse découvrir. Bienvenue Pascal, merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Bonjour, merci, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir pour moi. On se connaît par notre billet de Bouge ta boîte. Et dans ton parcours, ce qui m'a marqué en premier, en fait, c'est que tu es diplômé en droit. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours de ce côté droit jusqu'à la décoratrice créative qui, en plus, j'ai envie de dire, prend parfois aussi du temps pour créer des tableaux, travailler avec des couleurs et être très dans le passion et la création. Alors oui, c'est assez contradictoire, enfin c'est assez amusant parce que moi je suis une artiste contrariée en fait. Et donc j'ai fait des études qui me correspondaient à moitié, on va dire ça. On a tous en nous des côtés un peu, on a plusieurs aspects hein, de compétences et d'intérêts. Et bon, je me suis retrouvée à faire du droit parce que je savais pas quoi faire. Voilà, typiquement, c'était la super orientation à mon époque, où il y avait moins de conseils en orientation. Voilà, et je m'étais dit, bon, je vais faire comme ma cousine, je fais du droit, ça nous débouche sur tout, donc allons-y. Et j'ai fait comme ça, donc je suis allée jusqu'à un niveau DEA à l'époque, en droit international économique. Donc mes 4 premières années en droit, je n'ai pas du tout aimé mes études, je me passionnais pas, quoi. Je le faisais, mais sans passion. Le DEA, ça a été plus sympa. Là, j'ai commencé vraiment à bien aimer la matière, à m'y intéresser. Et donc voilà, après, donc j'ai été diplômée. J'ai en même temps que mon DEA, j'avais quand même fait un troisième cycle en marketing du luxe parce que c'est quelque chose, tu vois, l'aspect luxe, création, créativité qui me plaisait, qui était contrefaçon. Voilà, ça, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Donc j'ai fait cette école, c'est Sub de luxe à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Et voilà, après, je me suis vraiment laissée porter par. C'était assez marrant de se laisser porter par les rencontres et les circonstances. J'ai fait un stage très intéressant dans le service de recherche de l'ENA. Et à partir de là, j'ai rencontré plein de gens et j'ai pu intégrer euh, enfin une structure qui était assez naissante en France. On en parle beaucoup maintenant, mais c'était les incubateurs. Super. Et à l'époque, ça n'existait pas du tout, hein. C'était vraiment un concept très anglo-saxon. Donc j'ai participé à la création du premier incubateur en France, à Paris. Et bon, c'était génial parce qu'il n'y avait pas que du droit, quoi. Je m'occupais de tout, enfin, de la mise en place de la structure, la recherche de partenariats, le recrutement des startups, enfin des chercheurs. En fait, nous, on était un organisme, on aidait les chercheurs à créer leur entreprise pour valoriser la recherche française. Donc voilà, j'ai eu ce parcours-là pendant une dizaine d'années et dans lequel je me suis vraiment bien plu, hein. C'était un super job. Très, très enrichissant, avec plein de rencontres incroyables dans le monde de la recherche, et c'était super. Et puis ensuite, voilà, mon mari, bah, j'ai suivi mon mari bien gentiment. On est parti s'installer dans la belle région d'Avignon. On a quitté la région parisienne, donc Avignon. Et là, j'avais 3 garçons en bas âge et j'ai fait un break parce qu'ils voyageaient beaucoup et j'ai pas retrouvé d'incubateur évidemment à Avignon. On me proposait Marseille ou Montpellier, mais c'était beaucoup trop loin. Donc voilà, j'ai fait un grand break en fait après de 8 ans où je me suis occupée de mes enfants.
Et j'ai beaucoup appris également parce que ça a été une vraie rupture, hein, entre la femme active qui travaille à Paris et se retrouver en province avec trois enfants bas âge. Ça Ça change, hein? n'a pas forcément été facile, même si on se dit, bah, pourtant, se retrouver au soleil, c'est quand même pas mal, sans travailler. Bon, bref. Ouais, non. C'est pas forcément tout rose. Et ensuite, on est remonté, donc, enfin, on est arrivé sur Fontainebleau. Là, et là, on a acheté une maison où il y avait tout à refaire. C'était vraiment quasi une ruine. Et je me suis beaucoup impliquée dans ce projet. Bah, déjà, auparavant, on avait refait à chaque fois les appartements, maisons qu'on avait pu acheter. À chaque fois, on refaisait tout. Mais là, bon, c'était vraiment un gros projet. Et voilà, je trouvais ça génial, quoi. Ça m'a plu. Et puis, je me disais, bon, il faudra que je reprenne. Je me disais, il faudra que je reprenne à travailler. Les enfants vont grandir. Je ne vais pas rester à la maison sans rien faire, hein, même si j'étais active, mais j'avais vraiment envie de travailler. Et puis j'avais mes enfants aussi qui étaient assez demandeurs, hein. Il y en a un jour qui m'a dit, quand je lui ai raconté un peu mes études et tout, il me regarde en me disant, mais maman, tout ça pour ça? C'est la parole des enfants qui te réveille, c'est un peu un punching ball, mais je leur remercie, hein, parce que du coup, je dis, mais ouais, il a raison, tout ça pour ça. Énorme. Voilà. Mm. Donc là, je me suis vraiment activée. Et puis, donc, j'ai commencé à rechercher, effectivement, je m'étais dit, bon, je vais pas retrouver ce que j'avais avant comme job. Donc, j'avais envie de changer, de tourner la page et de repartir sur de nouvelles bases. Et donc, j'avais regardé les formations comme ça. Puis, à chaque fois, je me disais, ouais, non, c'est trop ceci, pas assez cela. Je tournais un peu autour du pot. Et un jour, ma belle-sœur m'appelle en disant, écoute, il y a des portes ouvertes demain dans telle école à Paris. J'ai deux copines qui ont fait ça, c'est génial. Je te vois tout à fait faire ça, il faut que tu y ailles. Et j'avais repéré l'école déjà, mais je me disais, bon, je sais pas. Enfin bref, je me rends aux portes ouvertes et là, j'ai vu que c'était une formation diplômante en 3 mois, qui avait l'air très efficace quand j'ai vu les books qui étaient rendus au bout des 3 mois. Et je me suis dit, bon, allez, go, j'y vais, j'ai rien à perdre. Enfin bon, c'est le moment. Pourquoi pas? Mm. Donc voilà mon parcours. Et donc, Et de là, t'es devenue décoratrice. ouais, je me suis lancée vraiment, c'était un grand virage. Et voilà, j'avais toute ma famille pour m'encourager. C'était quand même important aussi Mm. parce que la formation était quand même assez intense, enfin très intense. C'était vraiment 3 mois non-stop. Et voilà, après, j'ai eu la chance de faire un stage dans un cabinet d'architecte pendant 6 mois. Mm. Et Avec qui tu travailles aussi aujourd'hui, non? voilà, avec qui je collabore de temps en temps sur des projets. Et je me suis lancée. Voilà, Et donc, avant d'aller dans cette école, t'avais pas forcément dit, tiens, décoratrice, c'est mon métier. Euh, non, pas vraiment. Enfin, je savais que je voulais faire quelque chose de créatif. Je m'étais intéressée aussi à l'art-thérapie, tu vois, parce que je fais des tableaux. Enfin, j'aime bien peindre à mes heures perdues. Mm. Et voilà, donc je savais que ça allait tourner autour du monde de l'art, de la création. Et, et puis, c'est vrai que j'aimais bien rencontrer, enfin, que ce soit auprès de la famille ou des amis, donner quelques conseils à chaque fois en aménagement intérieur. Voilà, j'avais quelques idées à chaque fois. Donc, C'était un peu une compétence qui dormait en toi. exactement. Et qui finalement est sortie. Et donc là, tu lances ton activité, tu crées ta marque, Ouais. tu fais ton offre, tu te lances. Ça se passe tout de suite bien? Bah, oui, ça a démarré assez vite en fait. Là aussi, j'aime bien le hasard des rencontres. Quelqu'un que j'avais rencontré 2 mois avant dans un tout autre cadre, et puis je lui avais parlé de mon projet. Et puis au moment où je me suis lancée, elle me rappelle en disant, bah, écoute, on vient d'acheter un appartement, il y a des travaux à faire, on te donne ta chance. Enfin voilà, on aimerait bien que ce soit on aimerait bien le faire avec toi. C'est génial. Là, je lui dis, mais tu sais, voilà, J'ai zéro expérience. vous Allez. allez essayer les plâtres, hein. T'es bien consciente que, ah oui, mais oh non, on te fait confiance. Voilà, donc ça a été, voilà, bah, je me suis lancée en janvier 2019 et voilà, ça a été mon premier projet qui a commencé. On a commencé début février.
Donc au départ, je cache pas que j'étais un peu stressée, hein, un peu beaucoup, parce que un premier projet qui arrive tout de suite. Oui, on a presque envie que ça arrive un peu plus tard, histoire d'être Ouais, voilà. psychologiquement un peu préparé au fait que... Et donc, du coup, ce premier projet, tu as dû apprendre énormément de choses très vite. Et oui, 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 il a fallu parce que, tu vois, j'avais pas tout ce qui était notion de mood board et tout, j'avais pas tout préparé, mes documents, mon organisation, mes matériaux, les nuanciers, enfin voilà, j'ai dû tout faire, le temps, tout mettre en place pour être crédible, pour montrer que voilà, qu'il n'y avait aucun problème. Trouver l'entreprise aussi avec qui j'allais travailler. C'est Ah, clair. donc ça a été. Alors heureusement, l'entreprise, je la connaissais par l'architecte avec qui je travaille et lors de mon stage, j'avais pu travailler avec cette entreprise, donc je la connaissais un peu et c'était pas la totale inconnue, mais quand même. Oui, c'est quand même, ouais, c'est un bon mise en bain, on va dire, assez direct. Et moi qui aime bien préparer, enfin, j'aime pas vraiment improviser, c'est pas dans ma nature. Mm. J'aime bien avoir les choses bien cadrées, bien. Là, c'était ouh, je me suis. C'est un peu violence là. Et pour le coup, puisque tu me dis que tu aimes bien être cadré, tu aimes bien que les choses sont claires, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là et encore aujourd'hui pour que ton processus roule? Alors, en fait, je me suis vraiment appuyée sur une méthodologie, un déroulé de projet, Mhm. en me disant, voilà, quand je vois le client, on prend vraiment le temps au départ de faire un bon, on appelle ça une bonne, d'établir le cahier des charges le plus précisément possible. Je prends vraiment le temps de l'écouter, de bien comprendre ce qu'il a envie. C'est très important, je trouve, de faire cette approche Donc, préalable. tu fais un premier rendez-vous pendant lequel tu essaies vraiment de commencer à connaître les clients Bien finalement. sentir la personne, ouais, bien. Ensuite, Et tu le fais payer le premier rendez-vous ou pas? non, ça c'est. Je ne vais pas payer ça. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, bah, je fais dans la méthode, je rends donc je fais un devis. Mm. Et donc, s'il est accepté, ensuite, je propose, sur la base du premier entretien, qui m'a permis de bien sentir les gens, je propose une planche d'inspiration Mm. qui permet de dire, voilà, on va vers cette orientation. Voilà, c'est vraiment l'axe. On a le fil conducteur du projet, et là, on va tout dérouler par rapport à ce fil conducteur. Et donc après, ben, je suis en fait une méthodologie que j'ai validée, enfin que j'ai apprise pendant mon stage, cette méthodologie d'architecte en fait, hein, avec la partie esquisse, avant-projet, enfin étude, esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif. Enfin voilà, c'est très cadré à ce niveau-là. Et puis voilà, je fais des comptes rendus, je fais un suivi esthétique. Enfin voilà, très précis aussi. Je vais souvent, enfin régulièrement sur les chantiers pour bien suivre les choses, quoi. Mm, mm. Et donc toi, tu fais aussi le suivi esthétique, effectivement. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et ça t'aide pour le coup d'avoir un processus bien ficelé, bien marqué, bien noté, on va dire. Tu l'expliques à tes clients? Ah oui, oui, je leur explique Tu le quand je les déroules? vois, voilà, je leur dis voilà ma méthode, comment je leur déroule un peu la manière dont on va travailler ensemble. Et puis j'ai besoin de sentir aussi s'ils sont plutôt interactifs ou si ils vont pas trop s'impliquer. Enfin, leur degré d'implication dans le projet est important aussi à bien connaître avant parce que ça permet de savoir si, si c'est carte blanche et puis ils veulent juste le résultat final ou s'ils ont envie de s'impliquer avec moi dans le processus, hein. Donc c'est important de détecter aussi ce que souhaite le client, comment il souhaite avancer. T'as déjà dû dire non à un client? Non, pas directement, non. Non, 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 ça pour l'instant, ça m'est pas arrivé. J'essaie toujours de savoir comment les autres arrivent à dire non. Parce que forcément, on a toujours eu, à un moment ou l'autre, on va avoir un client que j'appelle un peu les clients drapeau rouge, hein, que tu discutes la première fois avec eux, et tu sens que ça va pas le faire. Et
on l'a tous fait, je pense qu'on a tous avancé avec un client où on savait qu'il fallait pas. Ouais. On s'est tous mordus les doigts à un moment ou à l'autre, donc peut-être pour toi ça va encore venir, mais je te le souhaite pas. Ouais, Et moi je trouve ça très intéressant de savoir aussi comment les autres en fait arrivent à être face à ce type de situation. Bon, on retourne sur. J'aimerais bien revenir un peu sur. Pardon. si, quand j'y pense, si, j'ai refusé un projet il n'y a pas très longtemps parce que il n'y avait pas eu tout le budget au bout. C'était un très gros projet Hmm. et voilà, mais j'y suis allée assez franco parce qu'en fait, je pense vraiment que j'ai rendu service. Hmm. C'était un peu brutal enfin, je l'ai dit de la façon la plus sympathique et diplomate possible. Clairement, il fallait leur rendre service, des petits jeunes qui s'aventuraient dans un gros projet et ils n'avaient pas du tout le budget. Et j'ai préféré leur dire, ben voilà, pour faire ça, il faut ça, ça et ça, et au final, ça fera tant, à minima. J'ai préféré leur dire et je leur dis, Hmm. avec moi, vous ne pourrez pas le faire ensemble. Parce que, Et voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est pas agréable de dire ça. C'est un peu gênant, mais bon. Oui, surtout si c'est des gens avec qui tu as envie éventuellement de travailler, pour le coup. Ouais, non, mais c'était fort sympathique. Hmm. Mais bon, là, franchement, ils allaient dans le mur et je serais allée dans le mur avec eux. Donc, Ouais. Oh, oui, ça se comprend. Alors, est-ce que je vais te ramener un peu plus en arrière sur ton diplôme de droit parce que moi j'aimerais savoir qu'est-ce que ce parcours spécifique t'a apporté aujourd'hui dans le côté entrepreneuriat de ton entreprise. Donc, qu'est-ce que ça t'a donné comme plus? On a tous un plus dans notre... Il n'y a aucune décoratrice, architecte qui est pareil. On a tous un plus et je pense que... Est-ce que chez toi, il y a un plus qui vient aussi du fait que tu as fait des études de droit, que tu as fait 10 ans dans des pépinières tu vois, est-ce que tu as mis le doigt sur quelque chose qui a fait que tu es toi et que ton entreprise marche comme il marche aujourd'hui grâce à ça? je pense que c'est toute la rigueur qui va avec la gestion de projet au sens large. Et voilà, ça m'a pas empêché de pas forcément bien créer mon auto-entreprise d'ailleurs. J'ai trouvé ça terrible. C'est pas les cordonniers les mieux chaussés malheureusement. Je sais, ouais. Mm. Ah ouais, non, non, mais ça m'a plutôt, voilà, ça m'a aidé dans ma formation déjà à ingurgiter pas mal de tout ce qui était logiciel, tout ça. Je n'étais pas du tout dans l'informatique et pour moi ça me paraissait hyper dur. Et le fait d'avoir fait tout ce parcours de droit, je pense que ça m'a quand même bien aidé à bien me concentrer, à bien me cadrer, Mm. à pas m'éparpiller. Et quand j'ai lancé mon projet, voilà, j'ai déroulé toute la partie comme site internet. Enfin voilà, je m'étais fait un espèce de mapping avec tout ce qu'il fallait que je fasse. Enfin voilà, en termes d'organisation et de gestion de projet, là, je Mm. pense que ça a vraiment été assez efficace et assez rapide. Et pour l'autre côté, le côté un peu obscur qui est plutôt le côté contrat, administration, ce côté-là. Après, oui, c'est sûr que ça- le fait d'avoir fait du droit, ça me permet de lire un peu entre les lignes aussi et de bien préciser les choses par rapport aux clients, même si on n'est jamais à l'abri, hein, de mal rédiger les choses. Mais en tout cas, voilà, je suis consciente, peut-être plus que d'autres, de ce que j'écris dans les contrats peut-être, hein, je ne sais pas. Tu les écris toi-même? Mais en fait, alors là, les conditions générales de vente, j'ai un peu rédigé, mais quelqu'un m'en avait filé aussi, donc voilà, j'ai pu faire un peu à ma sauce, Adapté? Ouais. ouais. Ce qui n'est pas très bien d'ailleurs, il faudrait pas. Enfin, mais voilà, et puis sinon les contrats, j'ai pas trop de contrats à part moi les devis que je fais avec mes clients, hein. Mm. D'ailleurs, je détaille de plus en plus ce que je fais en fait, parce que j'étais assez synthétique dans mes devis et je détaille de plus en plus grâce à Bouge ta boîte d'ailleurs, en différents échanges,
avec les collègues, de bien préciser tout ce que je fais pour que voilà, Mm. on sache À quoi s'attendre? rapporte et ouais. Mm. Tu mets le budget dans ton devis ou pas? Non, je l'écris pas. Ouais. Ça, c'est un vrai débat entre nous et avec plusieurs décoratrices. C'est est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Parce que si on le met, est-ce qu'on s'engage ou pas, finalement? Ouais, ouais, parce qu'en fait, moi, l'expérience que j'ai, en fait, je fais une première proposition qui rentre dans le budget, Mm. premiers travaux, mais après, il y a toujours, enfin, à chaque fois, moi, ça s'est passé comme ça. Ah ben tiens, en fait, je ferais bien ça en plus, je ferais bien ça. Mm. Donc, c'est plus du tout. Des fois, ça peut varier de manière assez significative par rapport au projet initial. Et donc, moi, je ne vais pas me retrouver coincée avec un budget en disant que tout sera dans ce budget, quoi. Même si après, on peut faire des avenants, mais dans les faits, c'est quand même délicat de faire un avenant. Enfin, c'est pas évident. C'est pas- Mm. Quand on est pris dans le déroulé du projet. Donc là, non, je n'inscris pas le budget. Je l'ai en tête. Quand on étudie les devis, évidemment, avec le client, on se dit, ben voilà, là, on est bien dans le budget. Mais après, il faut bien avoir conscience que toute demande supplémentaire, on sort du budget, quoi. Alors, côté business, est-ce que tu penses que dans ta formation, comment dire, l'accent était assez mis en fait sur le côté business? Ou est-ce que tu es un peu comme moi où tu as l'impression que côté business, on nage quand même beaucoup au milieu de la piscine et qu'on essaie de s'en sortir? Ah oui, c'est clair qu'au niveau business, oui, ma formation, on n'a pas eu tout. On a eu 2 heures, je crois, de formation sur les contrats et sur Mm. la création de la société. Enfin, et c'est largement insuffisant. On se rend pas compte, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Oui, 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 mais oui, mais c'est exactement ça. Moi, j'étais assez surprise puisque on fait une formation qui est quand même, j'en ai fait une autre que toi, mais le constat est finalement le même. On apprend à faire des super planches tendance sans prendre en compte le budget. Ça, je trouvais la partie la plus chouette en fait. Quelque part, t'avais jamais un budget, donc du coup, tu y allais à fond. Ouais, ouais. Et puis là, tu prends ton premier client et en fait, le budget est plutôt la redoute Voilà, ouais. tu vois, que IMSS. Mais bon, tu as fait des très jolies choses. C'est ce côté-là qui ressort énormément pendant les formations, mais le côté business, waouh, on peut se casser déjà un peu les dents sur sur le statut, déjà. Ouais. Même si on a maintenant le statut auto-entrepreneur, mais je pense que peut-être toi, comment d'abord tu fais le tour et où est-ce que j'ouvre mon truc, tu finis chez l'URSSAF qui n'ont pas forcément les réponses. C'est vraiment un parcours de combattant. Et une fois que tu as fait ton truc, bah, il faut en plus que tu fais l'administration. Tu payes tes impôts. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même un grand parti back-office qui n'est pas du tout mis en lumière pendant les formations. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, si tu regardes en arrière sur la création et la gestion de ton entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager ou tu dis, mais ça, il faut le savoir avant que tu te lances parce que ça te fait gagner du temps? Je sais pas, un truc, tu vois, par exemple, moi, le jour où j'ai trouvé le FIFPL, Ah oui, oui. ça m'a. Pourquoi personne. Juste, le FIFPL, c'est donc le fonds pour les indépendants en auto-entrepreneur et qui paye chaque auto-entrepreneur, je pense, que c'est jusqu'à 900 euros par an pour se former dans son domaine. Et ça marche très bien, on s'enregistre sur le site, mais j'ai connu ça peut-être au bout d'1 an. Ouais. Et ce genre de choses, c'est dommage. Donc, est-ce que toi, tu as un truc comme ça où tu as fait, ah ouais, ça, j'aurais voulu le savoir avant. Non, moi, ce qui m'a un peu. Quand on est auto-entrepreneur, donc voilà, c'est un statut assez simple, mais on peut prendre l'option EIRL. Mm. Et c'est une option qui m'alabrite et bien, en fait. Et donc, ça c'est très bien de pouvoir conjuguer les deux. En fait, on peut être en auto-entreprise avec l'option EIRL, Mhm. mais on peut être aussi EIRL. Et c'est là qu'on peut se D'accord. tromper.
Et à l'URSSAF, malheureusement, ils connaissent pas trop, voilà, ils ont tendance à mélanger l'option et le statut EIRL. Hmm. Certains, ils ne connaissent pas le statut EIRL, clairement. Et donc là, il faut être très vigilant là-dessus. Et donc, on peut être auto-entrepreneur ou je sais que ça a un autre nom aujourd'hui, hein. Euh, mais j'appelle ça Oui, c'est en micro-entreprise maintenant. micro-entreprise. Et on peut donc avoir un micro-entreprise et un EIRL Voilà, et en même temps. l'option EIRL. Et ça, on le fait auprès de l'URSSAF. l'URSSAF. Et ça met en... Dis-moi ce que ça fait comme... C'est hyper intéressant. Parce que tu vois, moi, je sais pas non plus. Ça met tes biens, on ne peut pas se retourner contre tes biens personnels. Voilà, si t'arrive un souci sur un chantier ou, je sais pas, tu n'as pas assez de trésorerie pour payer un fournisseur, enfin, ça Ça va peut... prendre sur un huissier ne peut pas venir sonner à ta porte. Voilà. Ça protège tes biens. Ça protège tes biens. Bon, moi, je suis en location, donc finalement, ça va protéger que mon vélo, mais c'est bien quand même, tu vois. Voilà, tu fais une déclaration d'affectation du patrimoine. Donc, tu affectes à ton entreprise le patrimoine que tu souhaites. Ouais. Donc, moi, j'ai affecté mon ordinateur et mon imprimante parce que c'est vraiment mes deux outils de travail au quotidien. Donc, c'est ça. Et du coup, on peut pas toucher à ton imprimante et ton ordinateur. Mais si, on peut toucher qu'à ça, en fait. On Si, ne peut pas toucher que à ça. que à ça. Excellent. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je pense ça peut valoir le coup en fonction de sa situation, Non, mais c'est clair. protéger à ce niveau-là. Et donc, c'est EIRL. Voilà. Et c'est quoi? C'est lequel? Celui qu'il faut qu'on évite? Bah, c'est pas à éviter, mais c'est quand tu vas sur le site de l'URSSAF, Oui. tu peux dans l'onglet faire évoluer mon auto-entreprise. Oui. Et là, tu as option EIRL Mhm. et sinon transformer en EIRL. C'est pas pareil. Donc, Ah, tu veux juste prendre l'option, mais tu veux pas transformer. tu peux, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Voilà. On peut faire les deux. Et si tu prends l'option, tu restes micro-entreprise. Mhm. Et si tu transformes, tu n'es plus micro-entreprise, tu es EIRL. Ah oui, d'accord. Et toi, c'est pour ça, on peut être micro-entrepreneur et EIRL. Donc, tu transformes pas, tu gardes ton statut de micro-entrepreneur avec une option supplémentaire, ce qui, pour le coup, protège tes biens personnels. Mais ça, à la limite, je conseillerais même d'aller le faire sur place à l'URSSAF quand ils vont rouvrir leur guichet. Franchement. Mais l'URSSAF. Parce que là, ils ont toujours leur guichet fermé, donc c'est un peu quand on. Hmm. Mais Mais je t'avoue, l'URSSAF, il me fait un peu peur, hein, parce qu'au départ, j'ai appelé un matin pour une question auto-entrepreneur à l'époque. J'ai eu une réponse que j'ai sagement notée et l'après-midi, j'ai rappelé t'as une. parce que j'ai eu une réponse qui était c'était noir et blanc en fait. Ouais, Et donc du coup, il y a un moment tu fais bon bah qu'est-ce que je fais et tu voilà. Donc ils me font un peu peur. ouais, bah oui, oui, non, mais tout à fait. Et vaut mieux aller sur place, je pense, pour faire ce genre Ouais. de manip. Ouais, mais c'est super sympa de savoir ça. Parce que ce sera à refaire, moi j'irai sur place, quoi, pour pas me retrouver. Tu vois, c'est clair, mais c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais aujourd'hui là avec toi. C'est qu'il y a des choses qui sortent où tu fais, ouais, mais ça, j'aurais voulu le savoir avant. Ouais. Je ne le savais pas, mais maintenant, ça, je peux les mettre en place. Je sais même pourquoi je le mettrai en place. Et Ouais. c'est top. Merci, Pascal. Alors, donc ça, effectivement, ça à mettre en place. L'autre question que j'ai toujours aussi envie de poser, c'est est-ce que tu as à un moment ou à un autre fait une erreur qui pourrait soit nous faire rire, soit nous apprendre quelque chose. Ah, sur un projet? Ouais. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur sur. Non, récemment, j'avais pas vu qu'il y avait enfin, il y avait un placard dans une chambre et on déposait le parquet. Et j'ai pas vu qu'il fallait enlever le placard pour déposer tout le parquet. J'ai pas fait attention, il fallait tout démonter avant. Donc voilà, t'arrives avec l'entreprise et puis le placard est plein de vaisselle. Et là, Mm. bah en fait, faut tout vider. Bon, Ouais. je vais vous aider. Faisons ça ensemble. Voilà. Alors, on va parler, pour finir, on va parler prix.
parce que pour moi, c'est un sujet important. Je pense que j'ai envie d'en parler plus ouvertement que ce que ça se fait aujourd'hui. Donc, est-ce que pour finir, tu peux me donner tes plages de prix? Est-ce que tu vas par mètre carré? Est-ce que tu factures par heure? Est-ce que tu fais un pourcentage? Pourquoi tu as fait le choix que tu as fait et à combien tu arrives globalement? Donc toute la partie sur un projet, toute la partie études et conception, c'est basé sur un forfait. Hmm. Donc alors le forfait, alors là évidemment c'est toujours pareil. Au début je me suis bien plantée. Enfin non, j'ai fait un prix sympa parce que pareil manque de confiance et puis je trouvais que j'étais débutante donc je voulais aussi voilà, il n'y a pas de raison que Hmm. pour moi je trouvais que j'étais pas légitime à demander un mais bon j'ai vraiment pas ça n'a pas été une mission très très coûteuse quand même. Mais c'est pas grave, c'était un investissement pour l'avenir. Ça arrive à tout le monde, hein. Bah oui, oui, puis là encore, Hmm. on fait tous, voilà, au niveau de temps, c'est très dur à évaluer. Là aussi, au niveau de de la formation qu'on a, on n'est pas assez formé sur comment bien calculer son temps, je trouve. Oui, c'est clair. Bien phaser son temps de travail et comment le répercuter de manière honnête et juste au client. Hmm. C'est quelque chose à améliorer dans les formations. Moi, je suis autour de 60-70 € du mètre carré ou de l'heure. Enfin, en gros, je fais un tarif horaire et je, au mètre carré, je suis à peu près dans ces eaux-là, quoi, 60 € le mètre carré. Ok. Et puis après, je prends un pourcentage quand il y a le suivi des travaux. Hmm. Là, je prends 8% du montant hors taxe des travaux. Parce que là, c'est toute une autre discussion, mais j'aimerais bien quand même te poser la question. Il y a la question d'être archi d'intérieur, il y a la question d'être maître d'œuvre. Mm. Toi, tu fais un suivi travaux, mais tu fais un suivi Esthétique. esthétique. Pour toi, c'est quoi la différence entre le suivi esthétique et le maître d'œuvre? C'est la responsabilité principalement. Mais est-ce que c'est un jeu de mots ou est-ce que c'est en réalité? J'ai envie de dire, ça dépend, ça dépend des projets. Non, non, je fais toujours quand je travaille avec les entreprises, enfin avec le client, je suis très transparente, hein, je ne suis pas maître d'œuvre. Hmm. Les clients qui signent le devis avec l'entreprise, voilà, donc ils ont. Et par rapport à l'entreprise, c'est surtout ça qui est important. Moi, je leur dis, je suis pas architecte. Ouais. Et j'ai pas, voilà, j'ai pas la garantie décennale, c'est vous qui l'avez. Je fais mes plans. Alors là, la petite ligne en disant, voilà, toutes les cotes doivent être reprises et vérifiées. Hmm. Par l'artisan en question. Non. Et voilà, c'est vrai qu'il faut travailler. Je travaillerai pas, je ne ferai pas le suivi esthétique avec une entreprise que je ne connais pas. Ouais. Si par exemple un client me dit, voilà, j'ai mes entreprises, mes artisans, je voudrais qu'on me fasse les plans et tout, ok, je fais les plans, mais je n'assurerai pas le suivi après esthétique. Si effectivement les artisans viennent d'ailleurs ou viennent avec le maître d'œuvre et donc du coup tu te voilà. Ne connaissant pas, là, ce qui est Hmm. sympa, c'est que je commence à avoir une vraie relation de confiance avec les entreprises. Donc ils savent que voilà, je suis pas une pro de la plomberie, je suis pas une pro d'électricité. Même si des fois je fais des plans électriques, mais voilà, c'est toujours, il y a encore plein de choses que je sais pas faire et j'ai pas de problème à le dire en disant tiens j'ai pensé à ça, mais je sais pas techniquement, je sais pas comment il faut le faire. Hmm. C'est à vous de me dire. Hein, voilà, ça j'ai aucun problème maintenant à l'afficher, enfin à dire que quand je sais pas, je sais pas quoi. Voilà. Et puis les entreprises sont là et je m'entoure de gens qui savent, donc c'est au final c'est le principal. Ouais. Surtout de travailler en confiance avec ceux avec qui tu tisses des liens quoi. Mais c'est vrai que moi je vais plutôt, par exemple, lors de la pose du carrelage, ils savent très bien comment poser le carrelage, comment faire les découpes et tout. Moi, je vais plutôt faire attention à ce que le joint il soit de la bonne couleur, ou voilà, ce genre de choses. Et, par Ouais. contre, dans les détails esthétiques, là, on est en train de faire une salle de bain en béton ciré. Hmm. Pas leur dire comment on pose le béton ciré, parce que je n'en sais rien. Je l'ai jamais fait, voilà, j'ai pas la technique, donc c'est pas mon job. Par contre, je leur ai dit, voilà, là, si vous pouvez arrondir les angles, si vous telle finition, ce genre de choses. Donc ça, vraiment,
franchement, c'est assez esthétique mon approche par rapport. Et j'ai pas envie non plus de leur donner des. Ils le prendraient mal d'ailleurs si je. Sûrement. Ah bon, faites comme ça. Moi, j'aurais fait autrement. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est quoi la prochaine étape dans ton entreprise? T'en as? Est-ce que tu as fait un business plan d'ailleurs, au départ? Non, alors, au départ, non. Non, j'en ai pas fait parce que pendant 10 ans, j'ai dit aux startups qu'il fallait en faire un, donc moi, j'en ai pas fait, évidemment. C'est une histoire de cordonnier, je sais pas quoi. Non, Voilà. non, mais c'était, j'avais aucun enjeu financier. Quand je me suis installée, j'avais mon bureau, j'ai pas fait d'investissement, il y avait pas voilà, je mettais pas en péril le patrimoine familial, donc, et je voulais surtout pas me mettre de pression. J'en avais déjà Hmm. assez, le fait de tenter de faire ce que j'ai fait, j'ai déjà suffisamment toute sous pression, voilà, parce que j'ai un tempérament comme ça. Et je me suis dit, je commence et je verrai bien ce qu'il en sort. Si je fais zéro de chiffre d'affaires, ben, je ferai zéro, puis dans un an, j'arrêterai. Donc j'ai vraiment, je m'étais pas fixé d'objectif la première année. Et puis au bout de la première année, quand même, je me suis dit, bon, ce serait quand même bien, parce que effectivement, si on se fixe pas d'objectif, on risque pas de les atteindre, ça c'est C'est exactement ça. l'exercice de boîte. Donc je me suis fixé un objectif là pour 2020, qui est le Hmm. double que ce que j'ai fait pour 2019. Donc avant le Covid, j'étais en train de voilà, j'étais à la date, j'avais fait 50% de mon objectif. Bon là, je sais pas s'il faudra que ça redémarre maintenant et on va voir en septembre comment ça redémarre, enfin dans quelles conditions tout ça va repartir. Mais voilà, après, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un peu un challenge aussi, c'est toujours un peu Hmm. motivant. Une feuille de route, oui. Ouais, ouais, et puis au final, on fait quand même ça pour gagner de l'argent, hein. J'ad- Oh, oui, oui. J'adore ce que je fais, mais la finalité, c'est quand même de pouvoir un jour verser un vrai salaire. Non seulement, pour moi, c'est non seulement se faire verser un salaire, mais en plus avoir une entreprise à profit. Ouais, voilà, il faut que ce soit viable. Faut que, voilà, et que peut-être un jour je pourrais embaucher. Ou que, tu vois, c'est ça, pour moi, c'est important. D'avoir un feuille de route qui dit où j'ai envie d'aller. Est-ce que je vais y aller dans un an, dans 2 ans? Bon, le Covid, effectivement, ça n'a pas aidé. Moi, j'étais comme toi, bien partie au début de l'année, et là, ça se ralentit un petit peu. Euh, mais oui, c'est ça l'idée du business plan, ouais. Donc, ça t'a fait du bien, finalement, deuxième année, de te poser et le faire. Est-ce que tu t'es fixé aussi des objectifs autres que chiffre d'affaires? Ouais, en termes d'activité, j'aimerais bien ajouter une nouvelle carte. Là, je suis en train de réfléchir sérieusement sur tout ce qui est faire une offre clé en main pour les investisseurs locatifs. Mm, C'est-à-dire, je propose aux clients, vous avez un bien, vous souhaitez le louer, mm. il faut faire quelques travaux de rénovation, il faut le meubler. Je m'en occupe de A à Z, jusqu'à la petite cuillère et la housse de couette. Et ça, comme j'habite Fontainebleau, où il y a beaucoup d'investissements locatifs, parce qu'on a l'école, on a l'INSEAD, Mm. et il y a beaucoup de gens qui ont des studios qui louent aux étudiants de l'INSEAD, et que la ville de Fontainebleau va accueillir une partie de la faculté de Créteil. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui vont arriver. Ouais. Donc ça, c'est une offre que je souhaite développer. Et voilà, je suis en train de regarder ça. Là, je suis en train de valider le concept avec un premier client là, que j'ai eu. Et je suis en train de voir comment ça fonctionne et là où je peux quand même gagner un peu d'argent et ne pas faire que perdre du temps chez Ikea. Et voilà. Oui. Non, oui, oui, c'est la partie facile en fait dans ce. J'en ai fait un de projet comme ça et il est très facile de perdre son temps. Ouais. Mais je pense que voilà, en ayant une offre, après, j'ai envie de faire vraiment une offre clé en main avec des systèmes de forfait, de Mm. package, en disant voilà, différents niveaux de package et de proposer ça à mes clients. Bah oui. Super. Bah tu. Voilà une nouvelle, voilà, ce serait une nouvelle facette à développer fin 2020, 2021. Super. Donc ça, c'est dans ton business plan. Ouais, ouais, Et maintenant sur le podcast, donc si je t'appelle dans un an, on en aura des nouvelles de cette, de cette on offre. fera le point. Exactement. Est-ce que tu peux me dire où on peut te trouver? Sur Internet, sur Instagram, sur... Donc pascalgéry.fr, Instagram c'est pascal.géry, Super. voilà. Je mettrai tout en dessous de toute façon. Puis voilà.
Pascal, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup éclairé sur des points importants, sur le côté business notamment de notre métier, qui est un métier de création, de passion, mais qui est clairement aussi un métier où on a besoin d'être bien dans ses baskets côté business pour pouvoir réussir. Donc, c'est un grand merci que je te fais et j'espère à très bientôt. Merci Flore, c'était très sympathique. Alors, j'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Il y avait forcément le EIRL pour les auto-entrepreneurs. Je vais mettre le lien en dessous où il y a plus d'informations sur cette façon de faire les choses. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Je trouvais ça... Il y a aussi cette partie qui m'a fait tiquer un peu, le fait de ne pas écrire en fait le budget sur le devis. Je ne sais pas toi, mais moi au départ je le faisais. Forcément, je me suis coupé les doigts 1 ou 2 fois et puis j'ai arrêté les bêtises. Mais c'est important de rappeler ce genre de règles où on peut s'en sortir mieux puisque on sait où ne pas aller en fait. J'aime bien qu'elle a des objectifs pour son business. Je pense que c'est important de les marquer, qu'il n'y a pas que des objectifs chiffre d'affaires, mais qu'il y a aussi des objectifs pour faire avancer son business. On pourrait même sur une année dire cette année je fais des objectifs, dans mes objectifs je vais améliorer mon business et puis l'année prochaine je sais pas, dans mes objectifs je vais améliorer mon relation client ou comment le client aperçoive ce que je fais, je sais pas, mais je pense qu'effectivement elle est sur quelque chose d'important, c'est de prendre de temps à autre du temps, de se poser et travailler sur son business et pas que dans son business. Donc voilà, pour se faire, pour évoluer, pour transformer, pour avancer, voilà. Moi j'en ai appris en fait plein. Pour le reste, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram. C'est un peu le canal que j'ai choisi pour communiquer, et puis forcément le newsletter via via mon site internet. Pour Instagram, c'est decopreneurs_podcast_business. Et puis, il y a forcément le site internet decopreneurs.com où tu peux t'inscrire sur notre... encore une fois, j'ai trop l'habitude de dire notre parce que comme ça, on s'agrandit un peu. Tu peux t'inscrire pour le newsletter que moi, je fais à chaque fois je poste quelque chose, un nouveau podcast sur internet. Voilà, je te dis à très bientôt. Moi je sais déjà ce qui va arriver dans 2 semaines et je peux te dire là encore ça va dépoter. À très bientôt, salut.